Un matin d'hiver, la caméra survole en plan large un pavillon cossu de banlieue, encore plongé dans la lumière bleutée de l'aube, pendant qu'une voix off sobre annonce. Le 14 février 2022, dans cette maison apparemment ordinaire, un médecin respecté va commettre l'impensable. La brume se lève au-dessus des jardins. Les volets sont encore fermés. Seuls quelques aboiements lointains rompent le silence. Un léger travelling avance approche des fenêtres du premier étage, où l'on distingue les silhouettes floues de jouets et de dessins d'enfants collés aux vitres. Le ton est grave, presque clinique, et la musique minimaliste au piano souligne la dissonance entre la tranquillité du quartier et l'horreur qui va être racontée. Partement sobrement éclairé en fin d'après-midi, l'ex-épouse Claire est filmée en plan fixe, assise au bord d'un canapé gris, les mains serrées autour d'un mouchoir froissé. La lumière naturelle qui entre par la fenêtre dessine des ombres douces sur son visage marqué par la fatigue et la culpabilité. Elle fixe un point hors champ avant de murmurer. « Je lui ai dit que je voulais divorcer, que ce n'était plus possible. Je n'imaginais pas une seconde, qu'il pourrait faire du mal aux enfants. » Sa voix se brise. Elle essuie ses yeux d'un geste nerveux, tandis que le preneur de son capte le froissement du tissu et le bruit léger de sa respiration tremblante. Dans un bureau quel, par une lumière blanche de fin de matinée, un collègue médecin, en blouse, parle face caméra, un stéthoscope négligemment posé sur la table devant lui. Derrière lui, des rayonnages de dossiers et une affiche sur la dépression au travail donnent au décor une froideur institutionnelle. C'était un excellent clinicien, rigoureux, calme, presque trop calme, explique-t-il. Les mains jointes, le regard parfois fuyant vers la fenêtre. Il disait juste qu'il traversait une période difficile avec le divorce, mais il rassurait tout le monde en répétant « Je gère ». Un léger bourdonnement de néon se mêle au fond sonore discret de couloirs hospitaliers, soulignant l'ironie tragique de l'homme de science devenu meurtrier. Un enregistrement audio, sur fond d'équidre la voix du médecin lui-même, extraite d'un message vocal laissé à un ami tard le soir, tandis que des sous-titres blancs apparaissent à l'image. Sa voix est posée, mais légèrement pâteuse, marquée par la lassitude. « Tu comprends, elle veut détruire tout ce qu'on a construit, me prendre la maison, les enfants. Je ne laisserai pas ça arriver. » De légers grésillements et des bruits de circulation à l'arrière-plan situent l'appel dans sa voiture, à la nuit tombée. La voix off du documentaire intervient brièvement, en fondu par-dessus la fin du message. Au moment de cet enregistrement, personne n'imagine encore jusqu'où il est prêt à aller. Dans une salle de médiation familiale sobre, filmée en recauteur, de grandes baies vitrées laissent entrer une lumière de fin de journée, dorée mais froide. L'acteur incarnant le médecin reste raide sur sa chaise, costume sombre, les mâchoires serrées, pendant que l'actrice joue en clair parle calmement du partage de la garde, un dossier bleu entre les mains. Le médiateur, en chemise claire, tente d'apaiser. Nous sommes là pour trouver la meilleure solution pour les enfants. Mais le regard noir du médecin se fixe sur la photo de famille posée sur la table. Un léger zoom se fait sur cette photo souriante, tandis que la voix off précise. Pour lui, la séparation n'est pas seulement une rupture, c'est une humiliation. Le son de la pendule murale rythme la tension croissante de la scène. Dans la cuisine lumineuse de la maison, reconstituée à partir des photos d'encomment les plans de travail impeccables sous la lumière crue du néon de milieu de matinée. Des flacons anonymes, des boîtes de médicaments et une balance de précision sont alignés méticuleusement à côté d'un bol de céréales et d'un verre de jus d'orange. La voix off décrit d'un ton neutre. Fort de ses connaissances médicales, il prépare minutieusement un mélange de substances toxiques difficilement détectables. On entend le cliquetis métallique d'une cuillère contre le verre, amplifié par le mixage son, tandis qu'une main masculine en reconstitution verse goutte à goutte un liquide incolore. Le contraste entre le décor domestique banal et la préparation méthodique du poison donne à la scène une atmosphère glaciale. Filmé en intérieur jour, dans le petit salon rempli de jouets et de dessins d'enfants, une proche veau assise sur une chaise en bois, un cadre photo familial posé sur la table basse devant elle. La lumière d'un après-midi gris filtre à travers les rideaux, donnant une teinte légèrement laiteuse à l'image. Les enfants, je les voyais jouer là,
Dans le jardin, il riait tout le temps, raconte-t-elle, la voix tremblante en montrant du doigt une fenêtre hors champ. La veille du drame, il m'a dit « Demain, je passe une journée entière avec eux. Ça va nous faire du bien. » Il souriait, c'était normal. Elle s'interrompt, baisse les yeux, et on entend le tic-tac discret d'une horloge dans la pièce, accentuant le malaise. Dans la salle à manger de la maison, largement éclairée par une grande baie vitrée un samedi matin, une reconstitution monde installée autour de la table, tandis que le père pose devant eux des verres de jus et des tartines. Le tout filmé en plan serré pour préserver leur anonymat. La lumière est douce, les chaises dépareillées, un dessin d'arc-en-ciel accroché au frigo en arrière-plan. Allez, on profite de notre petit déjeuner spécial, rien que nous quatre, dit-il d'une voix faussement enjouée, en s'asseyant lentement, le regard lourd sur chaque enfant. Un des petits lève la tête. « Maman, elle vient aussi ?» Et l'acteur qui joue le père répond, souriant à peine. « Non, aujourd'hui, maman se repose. » Le bruit des cuillères qui remuent dans les verres est exagérément net, comme un compte à rebours invisible. Une pédiatre légiste, dans son bureau au mur tapissé de schémas anatomiques, est filmée en plan américain sous une lumière blanche de début air d'autopsie ouvert devant elle. Elle tourne les pages lentement, montrant des schémas floutés à la caméra, puis relève les yeux. Grave. Les symptômes observés chez les enfants, tels qu'ils ont été décrits par les services d'urgence, sont compatibles avec l'ingestion de toxiques puissants. Sa voix est mesurée, mais sans détour, et elle pose son doigt sur une ligne du rapport. Ils ont probablement perdu connaissance rapidement, après des nausées et des vertiges. Elle referme le dossier avec un soupir à peine audible avant de conclure. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient, et ils savaient qu'ils ne survivraient pas. Le bourdonnement continu d'un climatiseur remplit le silence qui suit. En fin d'après-midi, dans le couloir désert de la maison filmée après le drame, les images d'archives policières montrent un éclairage artificiel blafard, les gyropes reflétés faiblement sur les murs clairs. La caméra d'intervention progresse lentement vers la chambre parentale, où l'on aperçoit, hors champ, les silhouettes des enquêteurs penchés sur un corps, pendant que des voix basses échangent des termes techniques indistincts. « On a un suicide apparent, pendaison », dit un policier en voix off, sa phrase légèrement étouffée par son masque. Au sol, un ours en peluche abandonné, au premier plan, contraste violemment avec la froideur de la scène. Le cliquetis métallique des appareils photo et les grésillements des radios remplissent l'espace sonore, donnant au spectateur la sensation d'entrer dans un lieu profané. Dans une salle d'interrogatoire de commissariat, éclairée par un néon cru à la tombée du jour, un commandant de police judiciaire revient devant la caméra sur la découverte des corps de Roisey sur la table. Les murs gris, la carafe d'eau à moitié vide et les dossiers empilés derrière lui composent un environnement austère. Quand les collègues sont montés à l'étage, ils ont trouvé les 3 enfants inanimés dans leur lit, comme s'ils dormaient. Raconte-t-il, la voix légèrement enrouée. Il marque une pause, cherche ses mots. Aucun signe de lutte, aucun appel au secours. Ça ressemble plus à une mise en scène qu'à un accident. Le silence pesant qui suit est seulement troublé par le léger bruit de la climatisation et un froissement de papier. Une juriste spécialisée en droit de la famille est filmée dans son cabinet feutré en fin de matinée, éclairée par une grande fenêtre qui donne une lumière naturelle douce sur les étagères chargées de codes. Et un bureau en bois sombre, elle explique. Dans ce type de divorce conflictuel, certains conjoints utilisent les enfants comme armes, comme moyen de pression ou de vengeance. Elle pointe du stylo un graphique affiché sur son écran d'ordinateur, montrant la hausse des violences intrafamiliales lors des séparations. Mais ici, on franchit un seuil extrême, rarissime, la destruction totale de la famille pour punir l'autre. Elle conclut, le regard frontal dans l'objectif. La loi protège, mais elle ne peut pas toujours anticiper le passage à l'acte d'un individu déterminé. Une horloge discrète sonne midi au loin, renforçant la gravité de ses propos. Dans un petit cimetière sous un ciel gris de fin de journée, la caméra suit en plan large, clair, qui avance lentement entre les tombes. Un bouquet de fleurs blanches à la main, le vent faisant claquer légèrement son manteau.
Elle lisse petites stèles alignées, dont les prénoms sont floutés, et s'accroupit avec difficulté, comme écrasée par le poids du geste. Je viens tous les mercredis. Je leur parle, je leur demande pardon, chuchote-t-elle, la voix presque inaudible, tandis qu'un micro-perche capte le souffle du vent et un corbeau lointain. Une larme tombe sur le marbre, visible en gros plan, et elle ajoute « Je n'ai pas vu sa haine, je n'ai pas voulu la voir ». La caméra reste à distance respectueuse, sans musique, laissant le silence et les bruits naturels emplir la scène. Dans une salle de conférence municipale en début de soirée, éclairée par des spots chauds, un groupe de parents assiste à une réunion de sensibilisation sur les violences conjugales, organisée après le drame et filmée en plan d'ensemble. Des affiches et slogans comme « Parler peut sauver » et « La violence familiale n'est jamais privée ». Une intervenante d'association prend la parole. Ce qui s'est passé ici n'est pas un fait divers isolé. C'est l'extrême conséquence d'un système qui minimise encore trop la parole des victimes. Les parents, masques baissés, prennent des notes. Certains hochent la tête, d'autres essuient discrètement leurs yeux. Le bruissement des feuilles de papier et le léger grincement des chaises accompagnent ces mots, donnant à la tragédie une portée collective. Dans le plan de clôture, la caméra revient au pavillon désormais vide, filmé au crépuscule, baigné d'une lumière orangée mourante, les volets fermés et le jardin envahi par les herbes folles. Un panneau à vendre penche légèrement devant la maison, tandis qu'au loin, airs jouent au ballon, leur rire étouffé par la distance. La voix off conclut posée. Derrière ces murs, un homme a choisi de transformer un conflit conjugal en sentence irrévocable, condamnant ses enfants pour atteindre celle qui voulait le quitter. Un fondu lent emporte l'image dans le noir, tandis que s'affichent des informations de prévention et un numéro d'appel pour les victimes de violences familiales. La musique, discrète, s'éteint sur un dernier accord suspendu, laissant le spectateur face au malaise et à la nécessité de briser le silence.